Salut à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui va être consacrée aux nuées de Spideclaw, qui est la deuxième boîte justement qui est sortie pour Shadespire. Alors on va commencer aussi par regarder donc la boîte d'un peu plus près. Donc toujours l'illustration, assez sympa, toujours la même thématique. Là, on a encore une fois assemblé vos figurines, ça vous explique un petit peu ce que va être le jeu. Le derrière de la boîte qui est toujours assez sympathique, on voit les figurines, on voit une figurine de taille réelle, on voit un petit peu le contenu des cartes, et puis voilà. Donc un beau petit travail, je pense, sur le marketing, sur le prix aussi, je pense que ça c'est très bien sur Shadespire. Vos boîtes elles sont pas chères, vous dites quand même, enfin ça coûte 22,50 €. Enfin, si vous connaissez les jeux de chez FFG avec à chaque fois les jeux de cartes évolutifs, c'est 15 € le paquet en général, 15 € pour 60 cartes. Là, pour du coup 7,50 de plus, on a toute une série de figurines. Donc je pense que niveau prix, Games Workshop, là, ils sont vraiment très très bien. Donc voilà le contenu de la boîte, hein. Là encore une fois je vais séparer les cartes qui sont génériques des cartes qui sont spéciales à la faction des Skaven. Alors on va regarder un petit peu le guide de montage. Bon ça reste assez simple, vous voyez encore une fois, ça peut se clipser, donc là il n'y a même pas besoin de colle, ça c'est la particularité aussi de Shadespire. Donc vraiment un jeu très facile d'accès, hein. Si vous n'avez pas l'habitude des jeux de figurines, je pense que Shadespire c'est vraiment fait pour vous. Il n'y a pas beaucoup de figurines, on n'est pas obligé de les peindre, il y a des codes couleurs, on n'est pas obligé de les monter, on peut les clipser. Alors on regarde un petit peu plus près la grappe de figurines. Donc là aussi c'est très très fin avec les petites queues de Skaven. Alors je vais avoir un petit peu peur dans le transport de les abîmer. Et les socles, alors moi j'ai vraiment adoré les socles parce que vous voyez vous avez des petits rats en fait qui sortent du socle. On va le voir aussi sur la deuxième grappe. Alors déjà on voit que le socle du boss est un petit peu plus gros et vous voyez ces petits rats là qui sont en train de nager dans les égouts. On en a en dessous de la grille. Ça aussi c'est très sympa, alors ça va être un petit peu galère à peindre je pense, mais enfin c'est vraiment sympa de donner une profondeur comme ça sur le socle directement. Donc la finesse toujours au rendez-vous, des très belles figurines. Bon les Skaven on a l'habitude, hein. Voilà. Puis on va commencer directement à regarder toutes ces cartes. Alors, Screech Spideclaw, donc le chef de bande, donc qu'est-ce qu'il a? Une attaque qui porte à 2, donc ça c'est plutôt pas mal, avec 2 marteaux, 2 points de dommage, donc 2 points de dommage un petit peu faible, mais comme il a la portée, ça compense un petit peu. Ensuite, 5 de mouvement, ça c'est très très bien, très rapide, 1 d'esquive, et 4 points de vie. Alors, leur condition d'exaltation Skaven, ça va être un joueur choisit ce combattant lorsqu'il utilise un subterfuge. Donc ça veut dire que ce soit vous ou l'adversaire, si il cible une de vos figurines avec une carte, et bien automatiquement il va devenir exalté et directement. Donc ça c'est assez rapide, c'est pas comme les nains qu'on a vu tout à l'heure où il fallait que ce soit justement à la fin du tour. Ensuite, ces petits pouvoirs magiques, si vous obtenez au moins un critique, cette action d'attaque à l'effet fracassant, ce qui est plutôt pas mal, hein, c'est un bon petit bonus. Et après, il a une autre action bonus, un petit peu à l'image du Seigneur des Gardes Sépulcrales. Donc, action, placer un combattant ami hors de combat, sauf Crick. Donc, Crick, on verra, c'est son garde du corps qui est assez fort, sur une case de départ et retirer tous ses pions de blessure. Donc, bien évidemment, vous allez laisser quand même un petit point de gloire à l'adversaire, mais ça vous permet de faire réapparaître vos Skaven chez l'adversaire. Donc, en termes de contrôle de board, c'est plutôt vraiment très bien. Surtout que quand vous revenez à la vie, vous gardez en fait vos équipements. Donc s'il y a eu des petits équipements, ça peut être vraiment sympa. Alors quand il est exalté, là cette fois-ci, on va bien avoir le 3 de dommage et surtout 2 dés d'esquive. Donc là ça commence à être un peu plus sympa et c'est ce qui va bien coller avec justement le thème des Skaven, hein, cette capacité un petit peu de bouger, puis après toujours la même chose, hein, le barde à malfoudre et puis l'action toujours la même. Ensuite le quasi fiable, c'est dire s'il est fiable. Alors il va avoir une petite attaque aussi 2-2, donc ce qui est bien, hein, ce qui est correct. Le 1 de bouclier, donc ça veut dire une bonne défense, 3 points de vie, c'est pas mal. Et quand il s'exalte, alors il va pas gagner de points de vie, par contre il va gagner 2 dés de défense. Et 2 dés de défense, là c'est l'équivalent des Stormcast et l'exalté. Là ça le rend plutôt costaud, il y a moyen en plus d'améliorer ça, on verra plus ça plus tard. Donc du coup je pense que c'est plutôt un bon perso défensif, qui va pas forcément être facile à sortir. Après au niveau de son arme, vous voyez par contre, il n'y a pas de boost, hein. Vous voyez, on est sur 2-2, et ça change pas, ça reste 2-2. Donc vraiment le bonus c'est sur sa défense. Skaven Raider, donc une petite attaque avec 2 épées qui causent 1 dommage. Donc bien sûr, hein, vous voyez, on va pas être là, enfin vous voyez sur les petits Skaven, on va pas être là pour causer des dommages. Eux, ça va être vraiment du contrôle de board, encore une fois, apporter leur soutien. Même si après il y a certains équipements aussi qui peuvent permettre de faire un petit peu la différence. Alors 2 d'esquive.
directement, donc ça aussi c'est plutôt cool, hein, parce que il y a moyen de faire un critique quand vous lancez 2 dés. Quand il s'exalte, il va simplement lancer un dé de plus sur les épées. Vous voyez, de 2 passe à 3. Là encore, je pense pas que ce soit le but Enfin, sans les améliorations, ça va être un petit peu compliqué de faire des dommages. Enfin, vous voyez là, bon, un dé d'attaque, heureusement c'est un marteau, c'est un petit peu plus sympa. Voilà. Là aussi, les 2 dés d'esquive. Donc dès qu'ils sont exaltés, c'est pas mal parce que même s'ils sont pas très forts, ils sont très rapides, très fuyants, hein. C'est bien ce qu'on imagine avec les Skaven, hein. C'est bien ce qu'on demande à des Skaven, donc en termes de thématique. Donc ça va être assez dur de les avoir, surtout que s'ils se mettent en garde. Là, à mon avis, pour les Skaven, ça peut vraiment être bien, parce que vous allez avoir vos 2 dés, comme souvent ils ont esquive, ça va rajouter les 2 faces boucliers, ça commence à être fort, hein, parce que bon, il va falloir les passer après. Hein. Donc Skaven fétide, 2 petites épées pour 1 dommage, et quand il s'exalte, on passe à 3 petites épées pour 1 dommage. Voilà. Là aussi, enfin, quand on considère qu'il y a toujours moyen de les ramener, ces 3 petits-là, bon voilà, c'est quand même plutôt pas mal. Alors 5 figurines, on voit qu'on va vraiment compter pour les dommages sur le boss et Crick, le garde du corps. On enchaîne avec les objectifs. Alors là c'est pareil, on va faire les objectifs spécifiques aux Skaven, et puis je vais faire toutes les cartes spécifiques aux Skaven, et puis après vous pouvez directement passer si les Skaven ne vous intéressent pas trop. Alors, pour 3 points de gloire, marquez ceci une phase de fin si tous les combattants ennemis ont été mis hors de combat. Donc ça va dépendre, là encore, contre qui vous jouez. Je trouve ça toujours un petit peu difficile, hein, d'éliminer la totalité de la bande ennemie, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Si vous tombez aussi sur du Skaven ou du squelette, le gars peut repopper, ça vous redemande des actions d'attaque, un petit peu dangereux à mon avis. Après, ça reste qu'une carte, hein, vous pouvez la tenter, hein, si vous tombez sur une bande moins nombreuse et qu'il n'y a pas de possibilité de réapparaître comme ça, il y a même marqué 3 points, c'est plutôt pas mal. Alors allonge, marquez ceci immédiatement si votre bande met un combattant ennemi hors de combat alors qu'il n'est adjacent à aucun de vos combattants. Donc ça va être surtout avec les petites attaques à distance qu'on peut avoir. À mon avis ça peut être jouable, hein, surtout que le boss de base il attaque à distance. Donc à mon avis c'est jouable. Alors marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué au moins 2 autres objectifs à la phase d'action précédente. Là ça me paraît un peu tendu parce que c'est vraiment dur d'assurer votre pioche, hein, sur les objectifs. Pour peu que vous ayez des objectifs qui peuvent être accomplis qu'à la fin de la phase, bon c'est pas forcément une carte que moi je jouerais directement. Alors marquez ceci à une phase de fin si aucun combattant ami n'a été mis hors de combat à la phase d'action précédente. Donc ça peut être vraiment dans le style de jeu très furtif des Skaven, où vous allez vous exploser aux 4 coins de la map, essayer de faire en sorte que personne vous touche. Ça peut être jouable, je pense qu'il y a moyen de justement jouer là-dessus. Comme en plus ils ont une bonne capacité d'esquive et de défense, ça peut être une bonne carte à avoir tour 2 par exemple. Alors marquez ceci à la 3e phase de fin si votre chef est dans votre territoire sans être adjacent avec le moindre ennemi. Donc ça peut être fait assez facilement, un point de gloire. Bon voilà, après ça reste qu'un point, si c'est une carte qu'on doit garder, si vous la piochez sur le tour 1, que vous avez envie de la garder, ça peut être une carte morte pendant 2 tours, un petit peu moins bien. Alors marquez ceci à la 3e phase de fin si le seul combattant ami survivant est votre chef. Donc ça peut justement bien coller avec la carte juste avant. Donc dans un plan de jeu, encore une fois, pourquoi pas. Les vies ne valent rien. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 2 combattants amis ont été mis hors de combat à la phase d'action précédente. Donc ça, à mon avis, c'est jouable, parce que souvent l'adversaire, il va avoir envie de vous taper vos petits Skaven, et vos petits Skaven qui n'ont pas beaucoup de points de vie. Du coup, ça va être facile. Quoique après, je suis en train de me dire, est-ce que l'adversaire, il va vouloir tuer vos petits Skaven, tout en sachant qu'ils peuvent réapparaître dans son dos sur ses points de spawn. Là, encore une fois, hein, c'est vraiment difficile de juger les cartes parce que ça dépend complètement de l'environnement. Alors, marquez ceci à la 3e phase de fin s'il y a 5 combattants amis sur le champ de bataille. Bon, là, pour juste un point, je pense que c'est pas très jouable. On n'est pas très intéressant. Ensuite, marquez ceci immédiatement si votre chef met un combattant ennemi hors de combat. Donc ça, voilà, ça on a l'habitude. C'est ce genre de carte comme ça, où avec votre chef qui peut gagner comme ça des petits points juste sur la fin. On a vu une carte assez intéressante. Alors, les cartes de subterfuge typiques Skaven. Donc, réaction. Jouez ceci après qu'une action d'attaque a mis un combattant ennemi hors de combat. Poussez jusqu'à 2 combattants amis de 1 case chacun. Ça me paraît aussi très intéressant parce que ça vous donne de la mobilité, même si vous êtes bloqué, si vous avez fait une charge. Vous avez quand même la possibilité soit de vous dégager d'un corps à corps, ou soit au contraire d'enliser un adversaire. C'est plutôt polyvalent, donc j'aime bien. Courage Skaven, jouez ceci s'il y a au moins 3 combattants amis adjacents au même combattant ennemi, un de ces combattants amis peut effectuer une action d'attaque.
Donc là aussi, si vous jouez sur le surnombre, ça peut être bien, surtout avec les Skaven qui vont être beaucoup, qui peuvent réapparaître. Et justement avec la carte qu'on a vue juste avant, hein, vous bougez vos combattants, vous vous mettez justement autour d'un adversaire, et puis vous avez une action d'attaque gratuite. Donc bien sûr, on va privilégier avec le boss ou son garde du corps. La première action d'attaque d'une portée de 1 ou 2 à la prochaine activation à plus 1 en dégâts. Bon voilà, ça c'est classique, on passe. Attention accrue, jetez un dé de défense supplémentaire pour le premier combattant pris pour cible par une action d'attaque à la prochaine activation. Donc ça c'est vraiment que vous avez envie que votre chef reste en vie, ou même si on a combattant exalté, on le voyait tout à l'heure, ils ont en général 2 dés de défense. 2 dés de défense, vous êtes en garde, vous jetez un 3e dé. Ouais, il va falloir s'accrocher pas mal pour pouvoir réussir à passer votre attaque. Hein. Audace fugace, choisissez un combattant ami adjacent à au moins 2 autres combattants amis, il effectue une action de charge. Donc très bonne carte, très tentante, parce que ça veut dire que vous pouvez faire 2 charges, hein, parce que les cartes, ça veut dire, elles supplantent la règle classique. Donc du coup, vous faites votre charge, vous n'avez plus le droit d'être activé. Par contre, vous jouez cette carte-là qui vous dit, bah tiens, vous refaites encore une charge. Alors bien sûr, ça demande un petit peu de placement, mais avec un joueur, enfin si vous jouez un petit peu justement dans cette optique-là, ça paraît facilement réalisable. Donc une bonne carte hein, pour pouvoir recontourner un adversaire, moi j'aime bien. Alors justement, je vous en parlais tout à l'heure, choisissez un combattant ami et placez-le en garde. Ça c'est une très bonne carte qui va être utilisée à mon avis obligatoirement. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez cibler un de vos combattants, donc vous allez exalter un combattant. Ce combattant, il va être en garde. Si c'est, du coup, il va avoir son exaltation, ça veut dire qu'il va lancer 2 dés au minimum, avec et les flèches, l'esquive et le bouclier. Donc ça va être un combattant qui va sur ce tour-là être vraiment très difficile à prendre et qui va pouvoir prendre pas mal de risques. Donc très bonne carte, je pense, ça on la met quoi qu'il arrive. Alors choisissez un combattant ami, il échange sa place avec n'importe quel combattant adjacent. Ça on le connaît déjà. L'avantage encore une fois c'est que ça cible un de vos personnages pour pouvoir l'exalter. Crissement dans les ombres, choisissez un combattant ennemi et poussez-le d'une case. C'est toujours très intéressant hein, pour dégager un petit peu les objectifs. D'étalage soudain, doublez la caractéristique de mouvement du premier combattant ami qui effectue une action de mouvement à la prochaine activation. Il ne peut pas effectuer d'action de charge. Après ce mouvement, il ne peut plus être activé au cours de cette phase. Si on considère que vous avez un mouvement de 5, de base, il peut être amélioré, ça vous fait 10 cases à parcourir. 10 cases à parcourir, vous pouvez vraiment changer complètement la donne, aller prendre un objectif qui est complètement caché derrière. Une très bonne carte. Il en vient toujours plus, choisissez un combattant ami hors de combat, sauf Screech et Crick, retirez-lui tous ses pions de blessure et placez-le sur n'importe quelle case de départ. L'avantage, là encore une fois, c'est que ça va exalter votre personnage et que ça économise une action justement du boss. Alors là encore, je vous mets les 2 cartes à côté, comme ça c'est plus sympa pour voir les possibilités. Donc une étoile de jet, portée 3, très bien, 3 dés d'attaque en épée, plutôt bien, et qui met que 1 dommage. Alors certes ça met qu'un dommage, mais quand même vous pouvez harceler quand on voit son attaque de base. De toute façon c'est meilleur que son attaque de base, donc ça peut vraiment être sympa de pouvoir le booster avec ces cartes. Alors par contre, faire attention hein, sur l'exaltation, c'est une carte subterfuge. Ça c'est pas une carte subterfuge, c'est une carte amélioration. Donc il y a les cartes pouvoir, et dans les cartes pouvoir vous avez 2 types de cartes, hein, amélioration et subterfuge. Donc du coup, il ne suffit pas de lui mettre son étoile de jet pour qu'il puisse être exalté. Lame perfide, donc en cas de touche critique, les dégâts d'attaque de ce combattant d'une portée de 1 ou 2 ont plus 2 en dégâts. Alors ensuite, lame fétide, en cas de touche critique, les actions d'attaque de ce combattant d'une portée de 1 ou 2 ont plus 2 en dommages. Donc il a 2 dés d'attaque en épée et 3 en exalté. Donc quand il est exalté, ça peut être sympa parce que du coup, ça fait du 3 pour 3. Hein. 3 épées pour 3 dommages, s'il a le critique évidemment. Mais là, à mon avis, il y a moyen de créer quelques petites surprises pour l'adversaire. Alors attention, il y a plus de texte, donc les actions d'attaque de ce combattant d'une portée de 1 ont plus 1 en dégâts et ciblent tous les combattants adjacents, amis ou ennemis. Donc là oui, il faut faire attention. Effectuer un jet pour chacun. Les combattants ne fournissent aucun soutien pour les actions d'attaque contre les figurines amies en attaque comme en défense. Donc là, automatiquement, vous allez améliorer son attaque de base, sachant que là, du coup, il faudrait qu'il soit un petit peu seul, ou alors vraiment sur un côté isolé. Bon, voilà, c'est une carte qui peut être bien si vous cherchez des petites améliorations pour augmenter un petit peu la capacité de vos personnages. Surtout que lui, il va pouvoir revenir. Donc je pense que ça va être intéressant de, à mon avis, jouer les 3 améliorations des 3 petits rats, quoi qu'il arrive, parce que de toute façon, ils peuvent revenir en jeu. Alors, dispensable, ça c'est une carte qui peut être jouée par les 3 petits Skaven qui peuvent revenir en jeu. Donc réaction, si une action d'attaque inflige des dégâts à ce combattant, vous pouvez le retirer du champ de bataille et infliger un dégât à son attaquant. Donc il faut faire attention parce que certes vous allez causer un dommage, donc on imagine que c'est vraiment pour achever l'adversaire. Par contre vous allez quand même donner un point de gloire à chaque fois, donc je sais pas si ça vaut le coup. Un point de gloire ça peut être cher, hein. Payer alors là encore une fois il faut voir la situation, mais celle-ci par contre je la trouve moins efficace, vous voyez, que les 3 autres.
Alors ensuite une carte pour Crick. Alors si Screech est adjacent à ce combattant, Screech est en garde, même si Screech a effectué une action de charge à cette phase. Donc ça veut dire que votre chef qui lui tape en esquive, enfin esquive en esquive, hein, ça veut tout dire. Quand il est exalté, vous voyez la 2D, il va être en garde s'il est adjacent à ce personnage-là, à ce garde du corps. Et là encore une fois, 2D avec et les boucliers et les esquives qui passent, ça le rend vraiment très costaud. Donc il y a moyen de faire un perso qui va pas mourir comme ça tout de suite. Hein. Autre carte d'amélioration, nuée de rats. Donc si tous les combattants ennemis adjacents effectuent un jet pour chacun. Voilà. Là ça me paraît un petit peu moins intéressant parce que vous n'allez pas forcément être comme ça en sous-nombre, j'allais dire. Donc bon voilà, une carte qui me plaît pas forcément beaucoup. Terminé avec le seigneur. Alors, il a une attaque pour 1 de distance, donc 2 épées, 2 dommages, cible tous les combattants ennemis adjacents et effectue un jet pour chacun. Ouais, c'est un petit peu la même réflexion que ce qu'il y avait tout à l'heure. Je suis pas sûr qu'on ait envie, ou alors après peut-être on peut le tenter en mode kamikaze, il fonce, il se met au centre, il a beaucoup de défense et il va essayer de taper un petit peu tout le monde. Bon, voilà, je suis pas forcément fan de cette tactique. Ensuite, fuyez. Action. Ce combattant et un combattant ami adjacent peuvent effectuer une action de mouvement qu'ils doivent terminer plus loin de tous les combattants ennemis. Ça, c'est très fort. Ça, j'ai vraiment envie de la jouer. Alors, l'idée qu'ils doivent terminer plus loin de tous les combattants ennemis, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que si vous êtes au contact, il faut que vous soyez plus loin. Donc, à partir du moment où vous êtes à une case d'un combattant ennemi, vous terminez plus loin que ce que vous étiez en fait au début de votre action. Donc là où il faut être un petit peu plus vigilant, c'est si justement vous n'êtes pas forcément en contact, donc là il faut un petit peu compter et voir comment faire, sachant que comme c'est une action, vous pouvez le faire plusieurs fois dans la partie, hein. Donc enfin même dans un round, un premier round vous faites par exemple un mouvement classique, vous mettez en contact votre ami, deuxième fois vous faites cette action là, vous avez le droit de nouveau de faire un mouvement pour les deux, troisième fois remouvement et ainsi de suite. Donc là on voit que vraiment les Skaven ça va être une bande extrêmement mobile. Ensuite, cette carte-là qui va être pour vos 2 grosses Skaven. Donc, réaction, après n'importe quelle action effectuée par ce combattant, vous pouvez le pousser d'une case. Là aussi, je trouve ça vraiment très bien, parce que du coup, vous pouvez attaquer, hop, reculer, vous mettre hors de distance, ou alors faire une charge, il vous manque une petite case, du coup, hop, vous bougez un petit peu, vous pouvez le mettre en garde, il va continuer à bouger, donc ça vous fait vraiment un combattant très mobile. Moi, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup la mobilité et là c'est vraiment très bien. Et ensuite, fourbe sur une hache, donc là ça va être pour n'importe qui. Vous pouvez repousser ce combattant d'une case avant d'effectuer une action d'attaque, mais pas si ce combattant effectue une action de charge. Donc encore une fois, du mouvement. Alors après, si on met toutes nos cartes d'avantage en mouvement, je pense qu'il faut faire des choix. Voilà. Il y en a d'autres à mon avis qui sont prioritaires. Bon retour pour ceux qui ont fait le saut rapide, donc là on va être sur les cartes génériques, hein, ça qui va plaire à tout le monde. Alors, marquez ceci à une phase de fin s'il n'y a pas de combattant adjacent sur le champ de bataille. Là vous avez beaucoup de figurines avec les Skaven, mais il faut penser que ça c'est une carte universelle qui peut être jouée dans n'importe quelle condition. Pour peu que l'adversaire il soit pas, ses figurines ne te touchent pas, vous jouez en fonction de ça. Il y a vraiment moyen sur du contrôle de zone, où vous n'êtes pas sur une liste très offensive, vous n'avez pas pour volonté d'aller détruire l'adversaire. Ça, à mon avis c'est très fort, hein. Avec 2 points en plus c'est pas mal. Marquez ceci à une phase de fin si votre bande a mis au moins 3 combattants ennemis hors de combat lors de la phase d'action précédente. 2 points c'est bien, après 3 combattants, ça veut dire qu'il faut pas mal assurer le coup, il faut préparer le terrain, peut-être sur le round 1 vous allez blesser un petit peu tout le monde, et sur le round 2 vous essayez d'achever. Bon voilà, 2 points à voir, c'est moins automatique à mon avis que l'autre. Alors marquez ceci immédiatement si un combattant ami effectue une action de mouvement d'au moins 6 cases. Donc ça, quand vous avez le deck qui va bien, c'est très très intéressant parce que c'est encore une fois une carte qui est immédiatement marquée et qui nécessite pas l'accord entre guillemets ou la bonne volonté de l'adversaire, il suffit de bouger, donc une très bonne carte. Alors marquez ceci à une phase de fin si 3 cartes d'amélioration ou plus ont été jouées pendant la phase d'action précédente, donc par vous ou par l'adversaire. C'est ça qui est intéressant. C'est pas marquer ceci si vous avez joué des cartes, mais si 3 cartes d'amélioration en plus ont été jouées. Donc si vous déjà vous en avez une ou deux, que l'adversaire en a joué encore une, ce qui va être souvent le cas, vous marquez ces 2 points-là. Donc à mon avis une bonne carte assez intéressante. Alors maître de la guerre, marquez ceci à une phase de fin si vous avez marqué une carte d'objectif, jouez une carte subterfuge et jouez une carte d'amélioration à ce round. Difficile, je sais pas, parce qu'il faut aussi avoir eu la carte d'objectif. Et comme vous avez que 3 cartes d'objectif, ça veut dire que 2 de vos cartes sont assujetties en fait à la même
à la même chose. Bon, je sais pas, je pense que c'est pas très sûr comme carte. Si vous voulez pas jouer sur le contrôle d'objectif, vous devez quand même avoir des petits points à marquer. Ça peut être intéressant, mais à mon avis un petit peu difficile, un petit peu trop situationnel. Alors, marquez ceci immédiatement si un de vos combattants est la cible d'une action d'attaque ennemie avec une caractéristique de dés de 3 ou plus qui échoue. Donc il y en a quand même pas mal des attaques qui vont lancer 3D. Comme là en Skaven, vous avez beaucoup de chances d'esquiver. À mon avis, ça peut être intéressant. Alors sur des bandes qui sont un peu plus fragiles, moins, mais bon voilà, pourquoi pas, si vous aimez le fun, une petite carte intéressante. Alors marquez ceci à une phase de fin si vous n'avez aucune carte de pouvoir dans votre main. Là je dirais encore une carte très situationnelle, ça va dépendre de votre carte, ça va dépendre de votre main. Si vous avez beaucoup de subterfuges, ça peut être joué. Si vous avez que des cartes d'amélioration, que vous avez du mal à scorer, c'est pas elle qui va vous aider justement à les jouer. Donc bon, moi ça ne m'intéresse pas trop. Disperser, marquez ceci à une phase de fin si vous tenez tous les objectifs. Donc l'intérêt, c'est que c'est pas forcément la troisième phase de fin, que ça vous fait gagner quand même 5 points de gloire. Là encore, avec les Skaven qui sont très mobiles, si vous avez réussi à avoir l'amélioration qui permet au boss de bouger avec un de ses potes, ou alors une carte qui permet d'aller sur un objectif, ça peut être très sympa. Après, il faut que l'adversaire soit consentant, encore une fois, c'est-à-dire qu'il n'ait pas envie lui-même d'aller sur les objectifs. Par contre, je vous donne une botte secrète si vous jouez ça avec le tremblement de terre et que vous vous placez de telle sorte à glisser dans la même direction. Il y a peut-être moyen de créer la surprise et de créer une bonne farce à votre adversaire. Mais 5 points de victoire, faut les mériter quand même. Alors prêt pour un défi, marquez ceci à une phase de fin si tous les combattants ennemis restants, donc au moins 3, ont une amélioration. Donc là, le problème, c'est que ça dépend complètement de l'adversaire. Si vous êtes sûr que vous savez contre qui vous allez jouer, qui va jouer peu de figurines, pourquoi pas, mais là, c'est vraiment trop situationnel, et puis ça dépend de l'adversaire, donc on peut rester vraiment avec cette carte qui traîne. Génie tactique 3-5, marquez ceci à une phase de fin si vous tenez les objectifs 3, 4 et 5, donc une très bonne carte si vous jouez en mode full objectif. Plus gros ils sont, marquez ceci immédiatement si un combattant ami met un combattant ennemi hors de combat avec une action d'attaque qui a une caractéristique de dégâts de 1. Bonne carte à utiliser par exemple encore une fois avec les squelettes, avec ceux qui ont des petits dommages, ou alors avec les attaques à distance, vous savez, on a vu tout à l'heure, il y a toujours les petites armes à distance qui coûtent en général que 1 dommage, donc si vous voulez achever un adversaire avec ça, ça peut être sympa. Alors pas mal de cartes d'amélioration qui elles sont génériques bien évidemment, donc ce combattant peut se déplacer à travers d'autres combattants pendant une action de mouvement, mais doit terminer son mouvement sur une case libre. Donc pourquoi pas, ça peut être bien là aussi justement si vous jouez une bande assez nombreuse. Arme éveillée, vous pouvez relancer un dé d'attaque chaque fois que ce combattant effectue une action d'attaque. Très très bonne carte, très bonne chose. Là une relance, c'est très fort quand vous lancez très peu de dés sur un jeu comme ça, où vous avez une action, il y a vraiment une grosse tension, parce que vous avez votre action, souvent chaque action est vraiment très importante, vous lancez que 2 dés en moyenne, si vous pouvez en relancer un, ça c'est vraiment à mon avis quelque chose qui va être joué partout. Sauf bien sûr si vous préférez jouer sur les objectifs et pas taper l'adversaire. Acrobatie, si ce combattant a une caractéristique de défense de esquive ou une caractéristique de défense de bouclier mais qu'il est en garde, jetez un dé de défense supplémentaire lorsqu'il est la cible d'une action d'attaque. Donc on se rappelle, vous pouvez gagner de base un dé supplémentaire, vous pouvez mettre un personnage en garde avec les Skaven, donc si vous jouez cette amélioration là, ça veut dire que le tour où il est en garde, il va avoir 4 dés de défense. 4 dés de défense, ça va être vraiment bonne chance pour réussir à l'avoir. Après, ça reste un jeu de dés, on n'est jamais à l'abri d'un critique en face, mais quand même. Alors, tueur de héros, même les 1000 pour de tape peut-être tué, en effet. Un marteau, par contre, 4 dommages d'attaque. Donc ça, je pense que ça peut être très amusant à mettre sur un de vos petits Skaven, parce qu'on n'est jamais à l'abri, justement, encore une fois, d'un petit critique qui passe bien, et puis l'adversaire, il ne peut pas se permettre de laisser comme ça 4 dommages qui se baladent derrière vous. Mais que peut-il faire vraiment? Sprinter plus 1 en mouvement, donc c'est assez classique. Bouclier éthérique, la caractéristique de défense de ce combattant devient bouclier. Donc là, ça va s'adresser surtout à ceux qui ont beaucoup d'esquives, donc les Blood River, les Skaven, les squelettes un petit peu, voilà. Clé fracturée, ça on connaît, si ce combattant est l'objectif 5, à la 3e phase de fin, marquez 2 points de gloire. Donc ça aussi, c'est dans le trip, vous voulez vraiment jouer sur les objectifs. Charme du trompeur, alors ça c'est intéressant, c'est si ce combattant est sur le champ de bataille, vous pouvez jouer une carte de subterfuge au début de chaque phase d'action. Donc une seule carte, mais ça vous permet, si par exemple vous n'avez pas le premier tour et que vous avez quand même envie d'avoir une carte, ça peut justement combler ce problème. Après, ça reste une carte d'amélioration, ça vous consomme un point. Bon là, je pense qu'il faut que le deck soit vraiment construit autour, parce que juste la jouer comme une assurance, bon, ça fait un petit peu cher. Capuche, on va passer, parce que c'est donc une des autres reliques, ça je vous ai déjà expliqué les reliques dans d'autres vidéos, on passe.
Alors, le martel d'ombre vert. Si cette action d'attaque réussit, défaussez cette amélioration, et en cas de touche critique, cette action d'attaque a +1 en dégâts. Et +1 en dégâts, ça vous porte le dommage à 4. Donc je sais pas quoi en penser, parce que c'est quand même un point de gloire pour l'équiper. Après, certes, ça va taper fort, après on la perd, donc je sais pas trop. Bon, je suis pas forcément très fan, mais à voir, encore une fois, hein, faut tester, hein. On peut pas tout imaginer comme ça. Alors, on va terminer avec les cartes de subterfuge. Curieuse inversion. Pour la première action d'attaque de la prochaine activation, les caractéristiques marteau deviennent épée, et vice-versa. Et les caractéristiques esquive deviennent bouclier. Donc c'est assez fun, ça va bien avec la thématique des Skaven, la petite surprise. Tu pensais être fort avec tes 2 dés de défense en bouclier, ça devient de l'esquive, c'est un peu moins fort. Tu pensais être fort avec tes marteaux, bah, ça devient une épée, c'est un peu moins fort. Ça aurait été pour toute la phase, ça aurait été vraiment très très fun, très très intéressant, mais un peu trop fort je pense. Donc là c'est juste une petite surprise un petit peu. Réaction, jouez ceci si une action d'attaque doit mettre un combattant ennemi hors de combat. Jetez un dé de défense, si le résultat ne doit normalement pas être une réussite pour ce combattant, ignorez le dégât de cette action d'attaque sur ce combattant. Alors j'avoue, quand j'ai découvert cette carte-là, je l'ai relue 2-3 fois, bien comprendre tous les tenants et les aboutissants. Je me suis même demandé s'il n'y avait pas un problème, parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si une action d'attaque doit mettre un combattant ennemi hors de combat, donc c'est-à-dire que vous êtes en train de taper l'adversaire, d'accord? Si le résultat ne doit normalement enfin, vous jetez un dé de défense. Si le dé ne doit normalement pas être une réussite pour ce combattant, c'est-à-dire que si vous faites une esquive alors qu'il est en bouclier, ou inversement, on ignore le dégât de cette action d'attaque sur ce combattant. Ça veut dire que vous sauvez le personnage adverse. Donc je me suis dit, quel est l'intérêt de jouer une carte pour sauver un combattant sur lequel on attaque? Et à mon avis, enfin la seule explication que j'ai vue, s'il n'y a pas d'erreur de traduction, c'est que c'est à jouer en multijoueur. Quand vous jouez en multijoueur, vous avez 2 adversaires qui sont en train de se taper, du coup l'adversaire va achever un personnage ennemi, puis vous dites « Eh tiens, non !» Vous jouez ça, et vous avez une bonne petite chance, parce qu'il y a plus de chances d'échouer hein, que de réussir, que l'adversaire justement puisse pas marquer ce point de gloire, et puisse pas tuer un adversaire. Donc une carte pour le multijoueur, parce que sinon après je vois pas l'intérêt, hein, parce que si vous n'avez pas envie de tuer l'adversaire, vous n'avez pas non plus envie de l'attaquer, autant pas l'attaquer. Donc voilà une carte multijoueur. Là, je vous ai mâché le travail hein, quand même hein, sur celle-ci. Hein. Alors, folie passagère, choisissez un combattant ennemi et jetez un dé d'attaque. Si vous obtenez un marteau ou un critique, donc c'est-à-dire une chance sur 2, effectuez une action d'attaque avec lui comme s'il était un combattant ami. Les combattants ne fournissent pas de soutien pour cette action d'attaque. Très bonne carte, moi j'aime beaucoup toutes les petites farces comme ça qu'on peut faire, bien dans la thématique Skaven, ouais, ça c'est une carte que je vais avoir envie de jouer. Alors après, on peut se dire c'est une chance sur 2, certes, par contre quand votre chance elle passe, le gars en face il fait un petit peu la tête. Hein. Pion sacrifiable, choisissez un combattant ami. S'il est mis hors de combat à la prochaine activation, vous gagnez 1 point de gloire. Donc ça c'est pas mal. Pourquoi? Parce que déjà vous pouvez vous-même provoquer ce dommage-là. Donc c'est bien. Si vous, par exemple, je sais pas, si vous avez fait des éclats, que les combattants qui bougent vont perdre un point de vie, ou alors si vous utilisez une lâche démon, l'arme démon qui vous cause des blessures. Bon. Après, il y a aussi, faut pas oublier qu'il y a la petite capacité que vous avez sur vos petits Skaven de justement les sacrifier s'ils prennent une action d'attaque. Bon, ça peut être pas mal, et encore une fois, je pense que c'est assez intéressant d'avoir des cartes de subterfuge qui vous donnent aussi des points de gloire. Butin de guerre, jouez une carte d'amélioration, elle ne vous coûte pas de points de gloire. Donc ça aussi, à mon avis, très très intéressant, parce que c'est vrai que souvent dans les débuts, on peut être confronté à, vous avez une mauvaise main de cartes, vous avez une mauvaise main de cartes d'objectifs, vous n'avez pas forcément possibilité de gagner facilement des points, puis après vous avez beaucoup d'améliorations en main, vous ne savez pas comment les jouer, ça vous permet justement de jouer votre carte d'amélioration. À mon avis, c'est une carte qu'il ne faut pas négliger. Éclair aveuglant, réaction, jouez ceci lors d'une action d'attaque avec une portée de 3 ou plus, avant que les dés ne soient jetés. La caractéristique d'attaque de cette action est changée en simplement une épée. Donc ça c'est une carte défensive, par contre vous voyez c'est sur une portée de 3 ou plus. Donc je pense que ça n'a pas trop de sens de la jouer maintenant, sauf si bien sûr vous connaissez l'ami avec qui vous allez jouer, et qui vous savez qu'il est adepte de la grande portée, mais encore une fois je pense que quand les libérateurs vont sortir avec leur arme à distance, ça va être une carte, il va falloir un peu plus réfléchir. Mais pour l'instant, bon voilà, je vois pas trop l'intérêt. Rebond, encore une carte assez sympathique. Réaction, jouez ceci si une action d'attaque ennemie est sur le point de réussir. Jetez un dé de défense. Sur esquive ou critique, l'attaquant subit les dégâts au lieu de la cible et aucun des 2 combattants n'est repoussé. Donc là aussi une carte en tourloupe qui va bien si vous avez envie de jouer avec la force de l'adversaire. J'aime bien cette thématique-là. Alors là, vous avez qu'une chance sur 3, bah heureusement parce que sinon quand même ça fait
Enfin, c'est quand même assez fort, hein. Vous voyez, le gars il est sur le point de passer, vous tentez votre esquive, tout ça, c'est raté. Et ben attends, je vais quand même jouer une carte, puis on sait jamais, c'est peut-être toi qui vas te prendre ta propre attaque et te tuer avec ton propre personnage. Stratégie révisée, défausser n'importe quel nombre de cartes d'objectifs et tirer ce même nombre de cartes d'objectifs. Donc là, j'avoue, j'aime pas. J'aime pas parce que je me dis, si vous l'avez dans les débuts, vous avez déjà un mulligan gratos. Si vous la rejouez, ça veut dire que vous avez déjà perdu 6 cartes, donc la moitié de votre deck de cartes d'objectifs. C'est pas, ça peut être compliqué. Surtout qu'à mon avis, si les decks sont optimisés, les cartes d'objectifs, on va les marquer assez facilement. Après, cette carte-là, du coup, ça veut dire que vous l'avez pioché sur la fin, et que vous avez 2-3 cartes mortes. Pourquoi pas dans l'optique 1 ou 2 cartes. Bon voilà, je suis pas très convaincu. Je préfère essayer de me dire que on va faire quelque chose qui va être stable, plutôt que de compter sur des cartes qui vous permettent de compenser des erreurs. Voilà, j'aime un peu moins cet état d'esprit. Alors, écharpe brisée. Choisissez un combattant ennemi ainsi qu'une de ses améliorations, jetez un dé d'attaque. Si vous obtenez marteau ou esquive, cette amélioration est défaussée. Très bonne carte, encore une fois, si vous voulez jouer les petites entourloupes, une chance sur 2. Très fun. Pari désespéré. Lorsque vous résolvez la première action d'attaque de la prochaine activation, vous et votre adversaire tirez au dé. Le gagnant choisit si l'action d'attaque réussit ou échoue. Donc l'idée de cette carte, c'est simplement de vous dire que si vous êtes pas sûr de réussir votre attaque, là vous passez en mode une chance sur 2, parce que jeter au dé, ça signifie simplement avoir une chance sur 2. Donc une chance sur 2 que l'action prochaine réussisse ou pas. Donc si vous êtes en mode défensif, et que vous pensez que l'adversaire il va vous tuer, je sais pas, un de vos derniers personnages qui tient un objectif ou ce genre de choses, ou votre dernier personnage, si vous voulez jouer le champion de corne, là, vous savez, quand vous êtes un Blood River et que si vous êtes le dernier combattant encore en vie, vous allez marquer 6 points de victoire, et que vous vous dites, tiens, il va arriver, il a 4 dés d'attaque, il va mettre beaucoup de dommages, vous jouez cette carte là, vous avez une chance sur 2. Voilà, alors si dans un deck, moi j'ai pensé à un deck justement basé vraiment beaucoup sur la chance, un petit peu une thématique orc, un petit peu, ce qu'on peut voir, où on va vraiment jouer sur le hasard. Alors pas un deck de tournoi, hein, bien sûr, mais un deck pour le fun, hein, ça fait partie du jeu aussi. Cette carte-là, elle va être jouée, parce que vous avez justement envie qu'il se passe des choses un petit peu marrantes, et que même ton gros perso, il a qu'une chance sur 2 de me tuer, et moi j'ai aussi une chance sur 2 de faire passer mon attaque, ce qui peut être plus intéressant que un seul dé, tu vas avoir 2 dés de défense, etc. Voilà. Donc petit bilan rapide de cette vidéo, 2 très bonnes extensions, déjà pour tout le panel que ça vous propose en termes de construction de deck. Là vous avez vraiment maintenant beaucoup de choix. Il y a donc 4 boîtes d'extensions qui sont sorties, plus les 2 qui sont dans la boîte de base, ça fait 6 bandes différentes à jouer. Il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Je pense que là on va aller vraiment sur un jeu, déjà que c'était très intéressant avec 4 bandes, là avec 6 bandes il y en a un petit peu pour tous les goûts. Les figurines sont jolies, donc encore une fois, aucune raison de ne pas jouer à Shadespire, sauf si vous n'aimez pas payer pas très cher vos figurines, parce que là, vous voyez, à 22,50, vous avez de quoi jouer. Si vous avez un ami qui a déjà un plateau, si les cartes qui sont dedans, vous ne voulez pas forcément optimiser, vous pouvez directement vous lancer dans le jeu, c'est pas cher. Les figurines, vous avez juste à les clipser, elles sont déjà colorées, voilà, que des avantages, hein, hormis vraiment si vous n'aimez pas le médiéval fantastique au niveau de l'univers. Après, les cartes qui sont sorties sont très intéressantes, il y a beaucoup de cartes qui peuvent être jouées quelle que soit votre bande, donc voilà, c'est pas très cher. Après, évidemment, si vous voulez jouer compétitif ou si vous êtes passionné simplement, vous allez acheter toutes les bandes qui sortent, et voilà. Donc, j'espère que cette série de 2 vidéos vous a plu. J'ai fini de peindre mes premières bandes, enfin. Ça fait longtemps que je n'avais pas réussi à faire de la peinture. Et là, je pense que je vais m'orienter vers les petits Skaven qui me plaisent bien avec ces petits rats, les petites bestioles. Et puis, je vous donne rendez-vous sans doute prochainement pour du Shadespire avec un rapport de bataille, parce que j'ai envie. Donc voilà, autant faire ce que j'ai envie. Et puis, en attendant les prochaines nouveautés, je vous dis à bientôt.